Bonjour et bienvenue dans Son Titre 404, un podcast qui donne la parole aux jeunes travailleuses de l'art. Ici, on explore les pratiques, les thématiques et les réalités du milieu à travers des échanges sincères et décomplexés. L'idée, c'est de partager des expériences, de poser des questions qu'on se pose tous et de rendre ce monde un petit peu moins opaque. Donc si vous êtes artiste, curieux, curieuse ou que vous cherchez à mieux comprendre ce milieu, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Morgane Jouvencel et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré en janvier 2025 avec Célia Truel, une jeune développeuse, designeuse graphique et artiste basée à Nantes. Bonne écoute à tous. De ton parcours. Pour me présenter, j'ai fait les beaux-arts à Pau, un peu avec toi. Ouais. Sauf que je suis restée là-bas pour faire un master en design graphique, mais plutôt orienté numérique, du coup, au pôle nouveaux médias, comme on l'appelle là-bas. Pendant mon master, j'ai commencé à réfléchir un petit peu aux cultures numériques et plus précisément sur le jeu vidéo. Et j'ai écrit un petit mémoire sur l'expression créative dans les cybermédias. Wow. Parce que je me suis dit que ça serait pas un vrai mémoire s'il n'y avait pas un titre chiant. Et du coup, ça a été un peu un point de départ pour réfléchir à comment on peut se réapproprier un média comme ça qui demande une certaine expertise, mais avec des skills de débutant. Genre, je pense souvent en ce moment à un truc que j'avais écrit dedans sur les modes, les modifications que les fans des jeux font sur des jeux vidéo avec des petits fichiers et tout. Et puis après, je me suis dit, vas-y, let's go, pour mon diplôme, je fais un jeu vidéo, un vrai. Stylé. Rien que ça, quoi, un petit projet à faire le dimanche soir. Oui. En même temps, j'avais pas envie de faire un Valo. Un Valo ? Un Valorant, genre un FPS piou piou. Tu fais trop bien un Valorant. C'est moi qui ai fait tous les FX de Valorant. Ah, mais voilà, je me le disais aussi. Et voilà, du coup, j'ai fait un jeu qui n'était pas Valorant. Et j'ai eu mon diplôme et après, j'étais au chômage et voilà. Nice. Pour reparler de ça, parce qu'en fait, c'est un truc auquel je repense beaucoup en ce moment et genre, j'ai trop envie de m'y remettre. Du coup, j'ai fait un care game, un jeu où on prend soin de plantes disparues en France métropolitaine, mais on pourra en parler un peu plus tard si ça vient. J'ai bossé sur la partie game design, j'ai fait les modélisations 3D en low poly pour avoir une technique qui soit un peu écolo aussi, tutti quanti, mais je ne l'ai pas développé. Et ça aura son importance par la suite. Laissez-moi vous raconter l'histoire. On va vous raconter la fable du jeu qui ne fut jamais développé. Piou piou. Piou piou. Du coup, j'ai fait ce jeu, j'ai pas vraiment fait ce jeu, j'ai vraiment eu mon diplôme et je me suis dit vas-y, let's go être artiste et designer indépendante. Bonne décision. Ouais, j'adore le confort en fait. Genre, à ce moment-là, du coup, j'étais pas mal investie dans une asso qui s'appelle Access, une asso à Pau qui promeut la culture électronique dans Pau et sur l'agglomération. Et du coup, j'ai fait plein de trucs avec elle. Je me suis investie dans plein d'événements dans lesquels j'ai fait du design graphique, j'ai fait de la 3D, pas mal, mais toujours avec une envie de m'investir dans des trucs un peu engagés, avec une éthique qui me correspondait, obviously, et toujours avec une pratique d'art numérique à côté. Genre, c'était vraiment... je faisais du design graphique avec le collectif 22-23. Et à côté, je faisais de l'art numérique avec Access. Un peu plus tard dans l'année, j'ai rejoint l'asso Bloom. Et voilà, et je me suis dit, mais dis donc, j'aimerais bien apprendre à développer des trucs. Du coup, je suis partie à Nantes pour faire une formation de développement. Et maintenant, je suis à Nantes. Je suis en formation dev. À côté, je continue un peu de bidouiller des trucs que j'essaie de rendre jolis. Et je réfléchis beaucoup aux techniques que j'utilise. Est-ce que tu ferais pas genre le dimanche soir, un truc pour faire une certification à tout hasard? Enfin, je te vois bien comme le genre de personne à faire ça. Ouais, je fais des shaders le dimanche soir. Merci pour cette petite présentation. Merci à toi, je te souhaite une agréable journée. Allez, à bientôt. À bientôt. Quand on a parlé un petit peu de ce podcast, je t'avais proposé qu'on parle d'un sujet ou d'une thématique en lien avec ton travail. Tu m'avais proposé de parler d'art numérique libre. Si tu peux nous parler des outils numériques libres que tu utilises dans ton travail
comment tu les utilises et lesquels? Il y en a moult. Je pense que j'ai capté qu'on pouvait faire des trucs incroyables avec des outils libres, avec le fameux Blender. Mhm. Donc un outil pour faire de la 3D qui est open source. Donc en gros, c'est-à-dire que son code source est dispo pour tout le monde. Et en fait, la propriété, le truc qui est cool avec les outils libres, notamment qu'on voit vachement sur Blender, c'est que du coup, c'est des outils qui vont permettre de faire plein de choses. Ils vont être hyper polyvalents. Et du coup, au fur et à mesure que je m'en suis servi, au départ, je m'en servais pour faire de la 3D. Après, j'ai capté que je pouvais aussi m'en servir pour faire de la vidéo, pour faire du montage, pour faire des nodes aussi avec. Donc, tu fais des petits nœuds, des petites briques de code que tu vas connecter entre elles pour générer des choses. Donc, tu peux faire de l'art génératif, de la sculpture 3D. Enfin, vraiment, tu peux faire plein de choses. Mhm. Et j'ai passé, du coup, mon diplôme, je l'ai fait genre quasiment entièrement sur Blender. J'ai triché avec Premiere. Et parce qu'en fait, c'est un truc qui est hyper. Quand tu fais des études de design graphique, tu sais, on te force un peu à aller sur la suite Adobe. Enfin, t'as pas vraiment le choix et Ouais. t'as pas vraiment d'alternative. C'est comme ça qu'on fait les trucs propres. Et en fait, c'est pas discutable. On nous brainfuck un peu là-dedans, en mode. Genre J1, t'as un papier, un crayon. J2, t'es sur une design. Et basta. Du coup, il y a eu Blender, donc en entre-deux, genre si on passe de la suite Adobe à un outil libre, mais il y a surtout eu, et bien avant, le code et le creative coding du coup. Donc creative coding, c'est quand tu fais du code de manière créative. Et qu'est-ce que ça implique le creative coding? C'est quoi la différence entre... Entre du coding simple et du creative coding. Ouais. Bah, disons que le creative coding, ça va être plus adapté pour avoir moins de skills techniques au sens de développement pur, de faire de l'algorithmie, Mhm. de connaître un langage par cœur et tout. Enfin, ça va moins aller en profondeur par rapport à ça, mais ça va permettre de faire de l'image hyper rapidement. Ou du son d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont ça pour faire du son. Un outil qui est trop bien pour faire ça, c'est P5JS. Et en fait, c'est une librairie. Je sais pas trop si j'entre dans les trucs techniques. Tu peux. En fait, moi, ce que j'ai un peu envie de faire avec ce format, en gros, tu vois, je me suis dit, bah, quand j'étais étudiante Beaux-Arts, les thématiques qui m'intéressaient, tu vois, étaient pas forcément très accessibles, ou il y avait quelques artistes qui en parlaient, mais dans leur taf, pas dans des podcasts. Ouais. Et ça permet aussi, tu vois, d'aborder un sujet avec l'angle d'approche de quelqu'un qui utilise ça, mais aussi l'utiliser en mode petit tuto guide, tu vois, sans que ça soit non plus exhaustif comme banque Ouais. d'informations, quoi. Donc Ok. si tu peux, ouais, grave, Ok. détailler ou expliquer un petit peu, c'est cool. Ok, trop bien. Bah, j'adore détailler, donc tu m'arrêtes si c'est trop long. Mais en gros, P5JS, c'est ce qu'on appelle une librairie. Donc déjà, pour expliquer un peu ce que c'est une librairie en code, c'est quand tu vas avoir un langage comme le JavaScript, qui est un langage très utilisé, pas mal pour débuter, enfin, on peut faire plein de choses avec, Mhm. mais tu vas avoir un intérêt à rajouter une librairie par-dessus pour en avoir un usage spécifique. En fait, tu as ton langage de base, genre nous, notre langage de base, c'est le français. Mhm. Mais là, dans ce podcast, on va plus utiliser un vocabulaire lors de parler de nos pratiques d'art, de technologie pour moi. Donc ça va être des nouveaux mots qu'on va poser sur ce langage et qui vont être adaptés à l'usage qu'on en a. Ok. Et une librairie, pour moi, ça fait un peu ça. Euh, c'est pas officiellement comme ça qu'on l'explique, mais en gros, ça prend des mots de base du langage, des grandes phrases, ça fait des raccourcis pour que ce soit plus simple pour aller au but précis de la librairie. Mhm. Et ça permet d'écrire rapidement et simplement. Pour la librairie de P5, en gros, le but c'était, et c'est toujours d'ailleurs, de rendre accessible le code créatif aux artistes et personnes qui ne savent pas coder. Ça va Ok. vachement mieux expliqué sur leur site, mais notamment c'est pour les pratiques artistiques, c'est pas mal utilisé dans des workshops, dans des écoles d'art. En gros, ça permet de faire de l'image de manière satisfaisante et rapidement avec un lexique qui est vraiment un lexique de l'image numérique. Donc avec les Mm. lumières, les caméras, les formes de base, 3D, pas 3D. Du coup, ça permet d'avoir beaucoup de fun, pour moi en tout cas, pas pour tout le monde. C'est vrai que c'est assez satisfaisant quand t'as jamais codé de ta vie, mais que tu kiffes trop faire des images qui bougent
de pouvoir écrire des lignes, expliquer ce que tu veux, parfois en utilisant des trucs que tu as vus en maths au collège et que ça te génère des images que tu n'attends pas forcément au début quand tu connais pas. C'est vraiment très kiffant et ça te permet aussi d'explorer genre qu'est-ce que tu peux relier à ça, genre ok j'ai un son qui arrive, j'ai envie que mon image elle bouge en fonction, trop bien, je peux faire que les deux ils s'écoutent ensemble et ça fait des trucs vraiment stylés. Et aussi pour en revenir aux outils libres, ça permet de sortir des outils de création numérique qu'on appelle WYSIWYG, What You See is What You Get. Ok. Donc ça, c'est les interfaces typiques. Bah, Blender s'en est en soi. Tu crées un truc visuellement et ensuite, en sortie, en rendu, tu as ce que tu as fait à peu près, Ok. au plus proche possible en tout cas, sur ton écran, pendant que tu étais en processus de création. Ça, tu pourrais l'opposer à quoi, du coup? C'est quoi l'inverse de cette fonctionnalité? L'inverse, je trouve que le creative coding, justement, c'est un joli inverse parce que Ok. tu vas être dans une logique d'abstraction Mhm. de ton image, de description textuelle, qui va faire que tu vas écrire des trucs, mais tu sais pas trop ce qui va se produire en soi. Ok. C'est vraiment un échange, genre tu passes par une machine, tu échanges textuellement avec ta machine, avec ta librairie, avec ton langage, je ne sais quoi, et ensuite tu vas avoir ton image. Du coup, en soi, c'est pas du tout what you see, genre c'est du code, et what you get, c'est de l'image, tu vois, genre Ok. visuellement, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais t'aimes bien utiliser les deux processus différents. Grave, et pour en revenir du coup à d'autres outils libres qui sortent du code du coup, mais qui restent libres, t'as les outils qui sont un peu concurrents à la suite Adobe, genre Scribus, Inkscape, qui sont des outils libres, mais pour faire du graphisme, qui sont pas trop utilisés parce que c'est fait par des gens souvent qui font ça sur leur temps libre, qui sont souvent des nerds, qui pensent pas forcément à faire une interface jolie et confortable pour tout le monde et qui en ont sûrement pas les moyens aussi, Mhm. mais qui permettent du coup de sortir de biais qui peuvent être donnés par les classiques Adobe qui veulent que tu fasses des trucs tout propres, tout soin, facilement vendables très vite. Et notamment, j'en ai utilisé pour faire le logo du Swamp Ah, pour le nice. collectif. J'ai utilisé Inkscape, je me suis amusée avec et franchement, c'est fun quoi. Genre, Mhm. mais ça demande un lâcher prise, de dire ok, là je sors de ma zone de confort, mais en soi, je trouve pour ma part que ça vaut le coup, mais parce Ok. que quand je les utilise, je suis pas dans une démarche où ok, j'ai un client qui attend un rendu très vite, genre je les utilise quand mon pain il dépend pas de ça quoi. Enfin, Ok. Ouais, ça, c'est pour l'instant en tout cas une pratique qui nécessite du temps plutôt que une rentabilité immédiate, quoi. c'est ça, et puis c'est beaucoup lié au fait que, comme je disais tout à l'heure, quand on est en formation, on nous amène pas vers ces outils-là. On nous dit, Mhm. bah, prenez une suite Creative Cloud, il y a des tarifs pour les étudiants, ça va, c'est 20 € par mois, c'est pas cher, mais en fait, si, genre c'est hyper cher, 20 balles C'est par mois énorme. pour des étudiants. Ouais. Donc heureusement qu'on se fait passer des clés USB, mais sinon, genre c'est excessivement cher, et le problème, c'est que les formateurs eux-mêmes ne savent pas utiliser d'autres outils. Mhm. Et c'est un truc qu'on reproche déjà aux Beaux-Arts, aux formateurs de ne pas savoir utiliser autant qu'on voudrait les outils qu'ils nous proposent, de pas... Enfin, c'est un truc que j'ai entendu vachement. C'est un peu compliqué comme sujet. Je pense en passant par des workshops et tout, des petits... tu sais, faire des petites brèches pour proposer ces alternatives-là, ça peut être chouette, mais quand tu as une pratique qui dépend de la suite Adobe depuis 15 ans, c'est trop dur pour en sortir. Et genre ça, c'est compréhensible de ouf aussi. Ouais. Bah, en fait, toute une question de sensibilisation dès le début, quoi. Si en première année, on voyait autant la suite Adobe que les logiciels en open source, je pense que ça ferait une grosse différence dans le taf qui en émergera, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça fait une différence dans le taf, les rendus que tu peux avoir quand tu utilises tes outils, Mm. mais aussi, on n'imagine pas l'importance qu'une communauté autour d'un outil peut apporter, parce que c'est des outils, les outils libres, ça vit de leur communauté. Donc plus il y a des personnes qui s'en servent, comme ça a été le cas pour Blender, Mm. plus l'outil va avoir les moyens de s'adapter en fait aux gens qui l'utilisent, et donc que ce soit plus simple pour eux. Et puis là, tu vois, je te parle de ça, mais on parle pas encore de toute la dimension un peu plus engagée que tu peux avoir quand tu utilises des outils open source. Enfin, il y a tout un lore derrière ça qui est assez exceptionnel.
du côté des libristes, comme on les appelle, les gens qui font des logiciels libres. Enfin, ils font pas ça parce qu'ils se font chier dans leur chambre, tu vois. Ils font ça parce qu'ils ont des convictions politiques derrière et partir du principe que la base, c'est la suite Adobe, il y a un message politique derrière aussi qui est un peu mou et un peu relou et qui pourrait trigger pas mal de personnes aux Beaux-Arts, je pense, j'espère. Tu fais énormément de choses différentes. Là, tu avais fait une post, tu m'avais dit, dans ton travail en tant qu'artiste, vu que tu as rejoint des collectifs, que tu fais des commandes, etc., etc., et que tu avais accessoirement une formation très conséquente. Mais je voulais te demander, en ce qui concerne ta démarche à toi, ou en tout cas ta réflexion en tant qu'artiste, est-ce que le principe d'utiliser des outils en open source, ça constitue le fond de ta démarche, ou est-ce que c'est qu'un seul pan de ta réflexion, mais que tu vois, tu dis autre chose grâce à ça? C'est des outils, c'est une revendication, mais il y a aussi plus derrière. Je dirais que ça complète. Pour moi, en fait, j'ai trop de dissonance si les outils que j'utilise pour faire des projets, comme le jeu dont je parlais, des projets qui vont avoir une empreinte quand même écologique, avec lesquels je vais vouloir parler de care. Enfin, c'est quand même des. Il y a un message politique et éthique derrière qui, pour moi, doit être en harmonie avec les outils que j'utilise. Mhm. Après, c'est un peu un truc qui va rejoindre des sujets touchy, enfin, dans le militantisme, on parle de pureté militante. Moi, c'est un peu genre ce qui me freine des fois dans ma pratique artistique, de me dire ah ok, pour tel projet, j'aurais besoin d'utiliser tel outil, mais c'est un outil méchant. Du coup, je peux mettre des bâtons dans les roues, mais finalement, en fait, après réflexion, je préfère me foutre des bâtons dans les roues parce qu'en fait, du coup, ça fait que je suis plus en paix avec ma pratique. Donc, c'est un moyen qui est réfléchi et ça rajoute une couche qui est hyper importante pour moi, mais qui, du coup, relève plus de la couche technique. Mhm. Qui va plus intéresser les personnes qui sont dans la technologie, dans le hacking et tout, que des personnes qui vont être plutôt du côté de l'art contemporain. Ouais. Parce qu'il y a un travail de médiation à faire d'un côté pour les personnes qui sont plus du côté de l'art contemporain et de l'autre côté pour les personnes qui sont plus dans la technique parce que j'essaie de vraiment naviguer entre les deux et c'est un peu là où des fois c'est compliqué de faire des choix entre les deux et du coup ça peut faire que le processus est très long pour avoir une pièce parce que il y a le choix de la technique, apprendre aussi la technique parce que c'est un apprentissage qui est très long et tout ce qui va avec parce qu'il ne s'agit pas que de technique, il s'agit du message, de l'esthétique, du concept que je vais y foutre derrière. Enfin, toi-même tu sais quoi, genre that's a long work et de se dire allez ça y est j'y vais. C'est bon, je suis prête. Hop. Allez. Bah c'est marrant, tu viens d'aborder une question que je comptais te poser plus tard. C'était justement sur cette notion de l'importance de la médiation, tu vois, dans l'utilisation d'outils comme ça, parce que ça a son importance. Il y a toute une communauté derrière ça. Enfin, c'est quelque chose d'encore un peu niche, mais qui est de plus en plus répandu. Mais justement, comment t'en parles et comment tu le montres, tu vois, dans une exposition par exemple, ou dans un salon, dans une convention. L'importance de la médiation derrière ça est quand même assez conséquente et justement, je voulais savoir si ça faisait partie de tes réflexions justement, de comment montrer et comment sensibiliser. C'est une réflexion que j'ai tout le temps. Genre j'ai tout le temps ça en ce moment, genre que la médiation et la diffusion c'est un peu le nerf de la guerre. Mais du coup ça va pas forcément s'appliquer aux pièces, à tout ce qui va être plus de l'art contemporain, ça va s'appliquer à beaucoup d'autres choses, genre même les outils que tu utilises au quotidien. Enfin, c'est un truc assez large, mais il y a plein de manières de faire. Enfin, par exemple, je pense à des artistes qui vont faire de l'art interactif, qui vont dire ok, regardez, les technologies c'est trop cool parce que ça permet de faire des choses immersives, de véhiculer un imaginaire d'une manière plus engageante que d'être passif devant une pièce. Donc il y a ça, et souvent c'est rigolo, c'est joli, c'est stylé, mais on ne sait pas comment c'est fait, c'est des boîtes noires, et les boîtes noires, ça c'est clairement un truc qui est problématique en fait, mais plus du côté technique des choses. Enfin, c'est problématique partout, mais c'est une problématique qui va être réfléchie plus du côté des personnes qui sont techniques, des techniciens, quoi. Et du coup, tu peux avoir
des artistes qui vont faire des pièces visuelles mais qui vont pas trop s'intéresser à la technique. Mais du coup, ça va parler à un grand nombre. Mhm. Tu peux avoir des personnes aussi qui vont s'intéresser deep down dans la technique, mais finalement, ça va pas être hyper accessible. Du coup, ça va pas trop intéresser les publics qui vont dans les musées. Pour moi, la pièce la plus intéressante, c'est de montrer le cambouis et de foutre les mains dans le cambouis. J'avais vu mais c'est marrant, je crois que c'est un étudiant de Pau qui avait fait ça. Il y avait une expo au Bel Ordinaire qui montrait des tafs des étudiants. Il avait montré son code sur un ordinateur, ce qui était assez fun et rigolo, tu vois. Mais genre, t'avais juste là, encore cet ordinateur avec ce code, écriture toute bizarre sur fond noir, qu'on comprend pas, qui est pas commenté et tout. Mais la démarche est là. Et après, enfin, tu peux aller plus loin. Tu peux le commenter, ce code, pour expliquer ce que c'est. Ou tu peux aussi faire que les gens vont le casser, le réparer, genre faire plein de trucs comme ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment montrer le cambouis et inviter les gens à mettre la main à la pâte. Et ça passe surtout par des ateliers et des workshops. Et montrer en fait ces différentes couches techniques et les enjeux qu'il y a sur toutes les couches. Parce qu'en fait, plus tu dives dedans, genre tu plonges dedans, plus tu te rends compte qu'il y a vraiment des problématiques sous-jacentes en fait, qui n'ont pas été dites, mais qui touchent tout le monde. Et je pense que faire des pièces et de l'art là-dessus et le mettre dans des musées, ça peut vraiment aider à créer des imaginaires qui sont du coup préparés en fait, et qui sont intéressés, ça éveille la curiosité pour comprendre en fait c'est quoi ces outils qu'on utilise tout le temps et c'est quoi qui peut y avoir derrière et c'est quoi qu'ils font et c'est quel biais qui les habitent et genre qui propagent. J'aime pas propager, mais tu vois, Ouais, je capte. tu captes le délire. Mhm. Donc, montrer le cambouis et mettre les mains dedans, je pense que c'est le plus important. Mais la médiation, trop important, et les échanges aussi. Les plasticiennes, plasticiens et les personnes qui sont plus techniques ont du mal à échanger entre elles, et ça aide pas toute l'affaire. T'as un biais sexiste hyper important, notamment, ok, quand je suis une meuf, je peux faire des trucs sensibles et jolis qui vont pas être très pris au sérieux par des personnes qui font des trucs genre plus techniques et qui vont dire non mais moi c'est trop compliqué, j'ai pas le temps pour m'occuper de tes affaires et du coup t'as des choses à casser en interne aussi, mais il y a des ponts qui commencent à se faire au niveau des hackerspace, au niveau des médias artistes qui est assez intéressant. Et au niveau des personnes queer aussi, genre elles ont une place là-dedans qui est hyper importante. Genre les ponts qui sont faits par les personnes queer qui sont dans les hackerspace sur les pratiques artistiques et techniques alternatives pour faire de nouveaux imaginaires qui sont genre trop nécessaires en ce moment. Pouah, slay. Justement, en parlant de biais, pendant que je faisais mes recherches, j'ai vu que ça faisait partie de ces questionnements, tu vois, du cyberféminisme et de l'open source. J'ai lu à plusieurs reprises le fait qu'il y a des biais sexistes et genrés dans les logiciels et les algorithmes, et je voulais savoir si tu pouvais m'expliquer un peu sous quelle forme ils sont là, ou comment est-ce qu'ils biaisent justement, genre comment si j'utilise... Bon, je te sors un exemple, mais tu peux ne pas expliquer là-dessus, mais si j'utilise Photoshop, c'est quoi les biais qui sont présents dedans? Parce que j'avais du mal un peu à arriver à comprendre comment ils sont présents. Je sais pas si je pourrais aller sur Photoshop précisément, parce que franchement, pour être honnête, je m'en sers plus trop. J'utilise Photopea, une alternative dans le navigateur tout aussi efficace que Photoshop. Pi comme poids de petits pois. Ok. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, mais c'est hyper éparpillé dans ma tête, surtout. Déjà, tu as eu le sujet qui a bien fait parler de lui. En fait, c'est un sujet qui revient régulièrement par rapport à l'IA et la reconnaissance faciale. Pas la reconnaissance, même pas forcément la reconnaissance faciale. Mais on va prendre un exemple très récent. Elon Musk a publié il n'y a pas très longtemps sur Twitter une image générée par son IA représentant Kamala Harris dans un costume communiste, mais il y a plein de choses qui ne vont pas par rapport à ça.
Pour aller genre vraiment cibler sur ta question, par exemple, on a remarqué que la ressemblance de l'image versus Kamala Harris, Mhm. elle n'est pas du tout précise. Et que en fait, les gens la reconnaissent juste parce que dans le paysage politique, il n'y a pas beaucoup de femmes non blanches qui sont représentées. Mais en soi, quand tu mets vraiment les deux visages à côté, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir, à part ces trucs-là, quoi. Ok. Et par contre, du coup, en comparaison, si on génère des images de Trump, alors là, même ses yeux, tu les reconnais de suite, quoi. Mm. Enfin, c'est une évidence, vraiment, c'est une évidence, quoi. Donc tu as ce biais-là, et du coup, qui peut s'étendre sur des amalgames qui vont être faits par les IA, par exemple, qui vont avoir vachement plus de facilité à faire la différence entre deux visages blancs que deux visages noirs, et ça va pour toutes les personnes qui sont sous-représentées dans la tech. Ok. Et c'est vraiment un truc, genre, c'est pas seulement dans la société, c'est vraiment une représentation dans le paysage numérique et dans le paysage technologique, et oui, en soi dans la société, mais genre pour dire que dans la tech, genre c'est 90% des mecs, un truc comme Mm. ça. Donc forcément qu'il va y avoir des biais Ok. dans ce que vont produire les outils, ce qu'ils vont être capables de faire. C'est vraiment des questions qui sont hyper importantes aujourd'hui avec l'IA parce qu'on a pris tellement de raccourcis, on a tellement pas... Enfin, ils n'ont tellement pas fait gaffe en fait à remettre en question leur putain de biais parce qu'ils partaient du principe que tout le monde est comme nous en fait. Oui, hein, Bah oui, voilà. bah bien sûr. C'est Tu vois, logique. tous mes collègues, c'est des hommes blancs cis, tu vois. Donc il y a que ça qui existe dans le monde. Ben ouais. Enfin, les autres, on s'en fout, quoi. Ouais. Moi, un truc qui va me frustrer, genre vraiment en tant que plasticienne, un des biais qui va me frustrer en tant que plasticienne, ça va être le fait de vouloir lisser les images. Mhm. Donc, dans ce que va proposer Photoshop, ou ce qui va être fait par des générateurs d'images, ça va toujours être des images lisses, glossy. Les features, par exemple, pour enlever un détail, genre par exemple, qu'on utilise pour enlever un bouton Mhm. sur un visage, en soi, tu vois, ça pourrait être une feature juste, enfin, genre, tu vois, par exemple, il y a un texte que je veux enlever quelque part, c'est exactement le même procédé. Mhm. Mais non, la petite icône, c'est un pansement. Genre, faut réparer le visage. Ouais, je vois. Et c'est hyper énervant. Et en fait, des petits trucs comme ça, il y en a partout. Et même pour l'accessibilité, enfin, genre, ça me faisait penser à un autre truc. Genre, quand tu vas sur du code, le fait que tu aies des codes obscurs, pas commentés, pas expliqués, c'est pareil. C'est des gens qui partent du principe que tout le monde est comme eux et que tout le monde peut comprendre ça. Donc pourquoi le rendre accessible à des gens et le commenter, tu vois. Mhm. Et après, tu as l'empreinte écologique des outils aussi. Bah ouais, tout le monde a un Mac, bien sûr que je vais faire un logiciel. Il faut qu'il soit puissant mon logiciel. Et genre, enfin, tu sais, il faut avoir un Mac pour l'utiliser. Mhm. Typiquement, le fait que là, tu vois, l'application qu'on utilise pour enregistrer le podcast, elle aime pas mon ordi parce que je suis sur Linux. Elle est en mode, ah mais non, tu peux pas installer l'application Mac. Ah bah non, tu foutras pas ton fond, tu vas galérer pendant 5 minutes pour trouver un fond chez toi qui soit pas éclaté au sol. Genre, franchement, si tu veux des trucs plus spécifiques, guide-moi parce qu'il y en Non, a non, mais moult. c'est déjà Il y en a super. moult. Mm. Oui, j'imagine que c'est rempli de ça, quoi. Mais c'est très bien, c'est déjà pas mal d'exemples. Et justement, en fait, la suite de cette question, c'était de savoir si tu avais déjà été confronté à certains de ces biais et quelles solutions, en fait, tu avais mis en place. Tu vois, donc j'imagine utiliser des logiciels plus friendly et en open source, j'imagine que c'est une énorme solution à ces problèmes-là. Ouais, mais en fait, ça répare pas tout. Parce que même dans les communautés. Enfin, parce qu'en fait, c'est hyper communautaire le libre et l'open source. Et ça t'amène à rencontrer des gens qui sont super chouettes, avec lesquels tu peux échanger directement sur ce que t'aimerais sur ce logiciel et tout. Et ça, c'est super. Parce que ça remet de l'humain, en fait, dans tout ça. Mhm. Mais ça reste des milieux qui sont hyper biaisés aussi. Et enfin, ça reste toujours genre 90% de mecs blancs. Pour répondre à ta question, en fait, c'est surtout a posteriori que je me Mhm. rends compte. Genre, je me dis, ok, j'ai l'intuition que j'ai envie de me donner cette liberté-là, d'utiliser un outil différent ou de faire du code. Vas-y, j'y vais. Et après, quand tu retournes sur d'autres trucs, c'est très frustrant parce que tu te dis, ah, mais laissez-moi faire ce que j'ai envie. Genre, je me sens toute limitée et tout.
Mm. En fait, ouais, c'est ça, genre c'est comme, bah tu vois, genre c'est comme les petits chats, tu vois, genre quand ils sont des petits chats d'appartement, Ouais. comme celles que j'ai à la maison, genre là, elles sont toutes contentes, c'est des chatons et tout, elles jouent ensemble, elles sont trop bien. Mais le jour où la porte reste ouverte et qu'elles vont se balader dehors, Ouais. c'est bon. Enfin, genre, bah, ok les meufs, allez-y, hein. Je veux pas que vous fassiez, enfin, que vous vous sentiez emprisonné en fait. Genre, c'est vraiment ce truc-là de Mm. Je vois. d'écouter l'intuition que genre tu as envie de faire des choses que tu peux pas forcément faire si tu restes dans un confort tout lisse et tout pensé bien pour toi, ergonomique, nanani, nanana. Je sais plus comment on dit. Ah oui, on dit intuitif dans Ouais. le design d'interface. Tu restes dans un truc intuitif, mais genre intuitif de quoi? Mm. C'est qui dit ce qui est intuitif ou pas? Genre, vraiment, les bébés, quand ils naissent, ils sont en mode ah bah ça serait vachement plus intuitif pour moi qu'il y a un gros bouton rouge qui me permet d'appuyer sur ma vidéo sur YouTube. Enfin, intuitif de quoi en fait? Genre vraiment, pour moi, c'est hyper oppressant et oppressif et enfermant. Mm. Bah, c'est sûr que si on apprend, je sais pas, je te parle d'une technique que je vais t'apprendre et je te Mm. donne que 4 outils. Ouais. Et forcément, si moi je définis le cadre de cet apprentissage, tu seras limité à ce cadre-là, quoi. Mais si ensuite bah, tu trouves la mallette avec 150 outils sous le bureau, bah, ça sera pas la même chose. Un autre exemple, si on reste sur la mallette d'outils, qui peut être encore plus énervant, inquiétant, enfin un peu plus React. C'est genre, ok, j'ai pris des cours pour planter des clous. Mhm. Parce que vraiment, je suis pas habile, quoi. Du coup, on m'a donné un marteau pour planter mes clous. Mais on m'a dit, ok, ton marteau, il faut surtout que tu le tiennes comme ça, genre de telle manière. Aucun jugement sur la personne qui t'apprend ça, mais c'est quelqu'un qui va t'apprendre à tenir le marteau par, tu sais, l'autre côté, là, le côté un peu pointu pour enlever les clous normalement. Ouais. Il dit, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on apprend à taper sur des clous. Et du coup, t'es en mode, bon d'accord, je t'écoute, sensei, je vais faire ça. Et au bout d'un moment, il y a sensei qui part, attrape le manche du marteau et t'es en mode, bah c'est vachement plus facile quand même, je vais Mais en faire plein de fait, trucs. Et avec l'autre côté, tu peux arracher les clous. hey. Et, et non en fait, parce que on t'a appris que, mais non, mais c'est vachement plus intuitif de tenir le marteau. Enfin, Hmm. Mais donc si je comprends bien, il y a un travail de déconstruction justement de, par exemple, chemin emprunté qu'on a emprunté nous par exemple. On fait les mhm, beaux-arts, on nous apprend à utiliser la suite Adobe, et ensuite on se rend compte que c'est limitant et que c'est limité. mhm, Donc il y a un travail de déconstruction justement de mhm. on apprend autre chose et on apprend à ne plus voir la suite Adobe comme la seule et unique possibilité pour faire ce qu'on veut faire. Est-ce que tu penses que arriver à déconstruire tout ça, c'est faisable par l'art numérique et comment? Oui, bien sûr. Comment, en donnant les moyens aux personnes qui ont envie de déconstruction, de faire des trucs? Tu le vois bien, c'est pas que dans l'art numérique, hein, Mm. les gros artistes qui font de la maille, ils veulent pas déconstruire parce qu'ils sont dans leur privilège, qui est Mm. bien. Donc ils n'ont pas intérêt à sortir de cette zone de confort, ni que qui que ce soit ne pense à le faire. Mm. Pour tout, tu vois. Pour utiliser des outils hyper capitalistes et centralisés, et aussi pour conserver une forme d'élitisme, genre revenons au Mac, si on veut. Revenons au Mac, ou même, enfin, reparlons de, putain, je sais plus comment elle s'appelle la meuf, la sociologue là que Seuil elle nous avait partagé, une sociologue qui expliquait que l'art contemporain, en fait, il n'était pas accessible à certaines personnes qui n'avaient pas les capacités presque intellectuelles de comprendre en fait l'origine de chaque chose, l'histoire derrière tout ça. Super, on adore. Genre, mais t'es allé où à l'école? Vraiment entendu à répétition dans ma vie. T'es allé où à Ah, l'école? nice. Ouais. Mhm. Bref, donc t'as ces gens-là, et puis à côté, t'as des petites artistes émergentes comme nous-mêmes qui se sont un peu retrouvés confrontés aux limites que ça peut avoir de s'encloisonner dans des modèles qui ne sont pas adaptés et, enfin, j'irai même plus loin, qui sont violents pour nous, Mhm. et du coup qui ont besoin de déconstruire ça.
au niveau du numérique, pendant que tu as des personnes qui disent non mais ça va trop vite, moi je comprends plus rien, je suis dépassée. Ouais, ben en fait, nous, on doit vivre avec ça. On peut pas être dépassé. On peut pas se permettre d'être dépassé parce que potentiellement, imagine, en plus, on veut des gosses. Bon, déjà, il n'y a pas grand monde qui veut des gosses, mais enfin, tu vois, moi, je pense à mes petits frères, de ouf. Mhm. J'ai un petit frère qui a 9 ans de moins que moi. Et je me dis, je vais pas être en mode doumeuse. Ah, mais de toute façon, ça va trop vite, laisse tomber. On peut pas comprendre ce qui se passe. On va garder les boîtes noires, on va garder les billets, on va rien déconstruire du tout. Et puis, on va serrer les fesses jusqu'à que ça pète. Enfin, je sais pas, tu vois, genre. Ouais. C'est hyper énervant et décourageant, en fait. Il y en a des gens qui se disent, vas-y, on fait pas ça. Mais L'espoir n'est pas perdu. non, l'espoir n'est pas perdu. Mais encore une fois, il faut que leur voix soit assez forte pour qu'elle soit entendue au même niveau, avec la même amplitude par les gros vieux bourgeois pétés de thunes, quoi. J'entends. Rien qu'une visibilité, ça changerait énormément de choses. Ce serait une première étape, quoi. La médiation, diffusion, nerf de la guerre, hein. Ouais. Parce que les imaginaires dont on parle, ils parlent pas qu'à nous. Mm. Enfin, on fait quand même partie d'une génération et on n'est pas toute seule dans ces... En fait, on n'est pas toute seule, tu vois, genre à avoir ces besoins-là et à avoir ces imaginaires-là. Et on le pense, tu vois, mais c'est pas vrai. Enfin, Oui. médiation, diffusion, explosion. Clin d'œil, clin d'œil. Je suis folle, moi, attention. Je voulais que tu nous parles un petit peu, si tu veux, de Technostructure et du projet sur lequel tu travailles avec Technostructure, qui est nommé POSCA. Ouais, en plus c'est un bon exercice parce que du coup c'est un projet sur lequel je suis depuis 2 mois Mhm. et c'est pas facile pour moi d'en parler parce que je me sens un peu bébé, j'ai pas appris full à parler le technostructure encore. Genre- Bah si, c'est simple. Bip, boop, bap, bip, bap, blip, Ah blip. oui, bah oui. Donc bip 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 boop boop bap bip 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 Ah, mais oui. boop Mm. boop bip bip bip. En plus ils vont être contents s'ils écoutent que j'en Mm. parle. Actuellement, je suis en formation, comme je l'ai dit précédemment, pour valider cette formation alternance. Donc, alternance technostructure. Mhm. Technostructure, super technostructure. Technostructure, big up, comme ça, la team. Let's go, on applaudit Technostructure. Un tonnerre d'applaudissements pour technostructure, qui va permettre de manger et de faire des trucs cool. Let's go. Yes. Donc en fait, c'est une association qui a pour objectif de proposer un écosystème d'applications qui soit libre, décentralisé et en gros anticapitaliste. Genre qui soit faite en rupture avec le capitalisme et comment du coup tous ces petits biais se sont insufflés dans toutes nos petites applications quotidiennes. Le but c'est de proposer des alternatives à ça. Ça veut dire faire des applications qui sont open source, on en a parlé moult fois, mais aussi faire des applications qui sont conçues avec les personnes qui en ont besoin, qui s'en servent, faire attention aux biais qui peuvent être convoités, notamment avec ce qu'on appelle les dark patterns, qui sont les motifs sombres, qui vont pas t'amener à genre vendre tes données ou te vendre toi-même ton âme, ta pupille. Une droite ou une gauche? Les deux, Ah ouais, coup dur. les deux. Mais le mieux c'est de garder la gauche le plus longtemps possible. On est d'accord. Et tout ça, du coup, bien évidemment, avec une bonne grosse tartine de sécurité pour tout le monde et de protection des données, because we deserve it. Mm, mm. Il n'y a pas besoin de faire des dingueries dans sa vie pour mériter que nos données soient protégées et qu'on en prenne soin. Voilà pour la présentation de Technostructure, un peu approximative. Mais c'est fait, c'est fait. Mais c'est fait, voilà, c'est fait. Bisous à eux. Après, de toute façon, je mettrai des liens. Et puis, ça se trouve, j'irai les interviewer après, tu vois. Ils pourront rectifier. On ne sait pas, on ne sait pas. Le projet sur lequel je bosse en ce moment avec Pierre, et aussi un peu Adrien et plein d'autres personnes qui font partie de l'asso Technostructure. POSCA, c'est un projet de réseau social expérimental basé sur Matrix. Son but, c'est de proposer une alternative aux réseaux sociaux classiques, genre Twitter, Reddit, Facebook, Instagram, Discord, tout ça, en mettant leurs fonctionnalités à l'intérieur et que ce soit un réseau qui soit décentralisé, c'est-à-dire que par exemple pour Instagram, toutes les données elles sont stockées aux US
à côté de Meta, dans les data centers de Meta. Alors que là, ici, décentralisé, ça veut dire que c'est plusieurs instances différentes, donc plusieurs serveurs un peu partout, où il y a des gens en fait qui utilisent ce service-là, qui récupèrent les trucs, quoi. Et c'est quoi la différence entre avoir un seul serveur et en avoir plusieurs éparpillés? En fait, ça va être une question de protection de données. Ok. Et est-ce que du coup, toutes les données, genre tu poses pas de questions aux gens à qui elles appartiennent, tu dis elles vont chez moi, sur mon serveur, et après j'en fais ce que j'en veux. Ou est-ce que tu proposes la possibilité aux gens de dire ok, moi je veux que mes données elles soient chez machin, parce que je fais confiance en machin. Ça laisse le choix en fait de où est-ce qu'elles vont. Et ça permet aussi, tu sais, la décentralisation, ça permet plein de choses, notamment de faire des petites communautés, de faire des écosystèmes de communautés. Par exemple, tout ce qui va être modération et tout, ça va te permettre d'avoir un serveur avec les gens safe et tout, ou pas. C'est un lore. C'est un lore que je ne maîtrise que trop peu. Et l'autre partie, c'est l'interopérabilité. Genre, ça peut se connecter avec d'autres services et d'autres applications. Ok. En mode, tu sais, quand tu te connectes avec ton compte Google, surtout, c'est l'interopérabilité. Mais là, du coup, le but, c'est de le faire en sortant des GAFAM, quoi. Ok. Le release de ce client, tu sais pour quand il est prévu ou pour l'instant il n'y a pas de date? Il n'y a pas de date. Par contre, je pense qu'on va bientôt, début d'année, là, d'ici le printemps, je pense qu'on va bientôt commencer à chercher des testeurs. Donc, s'il y a des personnes qui veulent essayer l'application, normalement, enfin là, c'est à peu près, on rendra ça fonctionnel, mais le test, ça veut dire que c'est une bêta, donc il y aura peut-être quelques bugs et du coup, si vous voulez tester en soi, c'est déjà disponible sur l'App Store, je crois. Mais il y a toute une partie médiation, diffusion, documentation manquante pour l'instant, ce qui est un peu dommage. Et je pense que la release se fera à mesure qu'on arrive à faire que ce soit un outil confortable pour un maximum de personnes. Ok. Et rapidement, parce que moi c'est un truc qu'on me demande souvent, comment trouver un stage, comment rencontrer telle personne, comment aller dans tel endroit, exposer à tel endroit, etc., etc. On prend Technostructure comme exemple. Comment est-ce que tu les as rencontrés? Comment t'es tombé sur cet asso et de quelle manière tu les as approchés? Ça faisait quelques temps que je regardais un peu de loin les événements liés au logiciel libre, mais je me chauffais pas trop à y aller. Je me suis inscrite sur un coup de tête à un week-end, en gros, qui s'appelle le Camp Chaton, qui réunit un collectif d'hébergeurs indépendants. Et du coup, j'y suis allée. Stratégie pour faire ce genre d'opération solitaire. Les événements payants, ça marche mieux parce que tu as dépensé de l'argent, du coup, tu as moins le choix d'y aller. Prévenir tes potes que le moment venu, il faudra qu'ils te forcent à y aller. Genre vraiment, vous me parlez pas en fait. Si je vais pas, ou en mode vous pouvez m'accompagner en voiture s'il vous plaît. Genre me déposer là-bas et me dire bon week-end. En mode le camp scout. Bref, j'ai mis ces stratégies en place pour avoir le courage d'y aller. Arriver là-bas, premier réflexe, quand tu es seule et que tu es fumeuse dans un événement comme ça, tu vas fumer une clope au coin fumeur. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre, tout simplement, qui m'a parlé de Technostructure. Je lui ai parlé de mon alternance. Il m'a dit « Ah, ça tombe bien, parce que nous, justement, on pourrait chercher... » Et voilà. Et après, ça, c'est pour Technostructure, mais là, effectivement, tu vois, genre, ça m'a donné une opportunité de valider ma formation, d'avoir une alternance, d'être rémunérée dans un cadre trop cool et exceptionnellement incroyable. C'est dur à dire. Mais en fait, il n'y a pas que ça, tu vois. Genre, j'ai rencontré plein d'autres personnes, j'ai appris plein de choses sur cette communauté parce que c'est accueillant, tu vois. Genre, c'est convivial. Notamment, il y avait une petite table avec des petits livres dessus, dont un qui s'appelle La convivialité de Monsieur Illich. Voilà, lisez-le. C'est super. Quand tu vas à ce genre de truc, même si tu as peur et que tu te sens pas legit, tu vas quand même voir des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que... Enfin, c'est même pas les mêmes centres d'intérêt. Enfin, si, ouais, kind of. Mais genre, c'est plus deep. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus deep que des centres d'intérêt. Ça reste un petit milieu, du coup, tu t'es accueilli à bras ouverts, quoi. Genre, si t'as les mêmes valeurs, les mêmes envies, et si t'es sincère là-dedans, on t'accueillera les bras grands ouverts, quoi. Et en fait, comme expliquer des trucs, c'est hyper important, si tu poses des questions, on va t'expliquer des trucs. Il faut pas avoir peur de pas savoir et de passer pour quelqu'un qui sait pas en fait, parce que genre tout le monde a une life et c'est ça qui est trop cool, c'est que tout le monde a une life différente et c'est trop important d'avoir plein de gens avec plein de lives différentes dans ces milieux et des gens qui savent pas mais qui savent plein d'autres trucs parce que c'est de l'eau qui fait pousser la petite graine
Les discussions, c'est l'engrais du potager, quoi. C'est l'engrais du potager. Après, on a des super légumes et on mange de la soupe, tout ça, me semble. Et on aime la soupe, c'est beau. On adore la soupe, c'est bon. Petite question un petit peu ouverte. Est-ce que tu penses que l'art numérique libre contribue à rendre l'art plus accessible ou plutôt que ça permet de toucher un nouveau public? Justement, tu vois, les fans de tech qui viennent un petit peu se glisser dans le milieu de l'art, quoi. Je pense que ça permet plus de toucher un nouveau public, mais en vrai les deux. Ça permet de proposer des imaginaires aux personnes techniques qui sont un peu en reste des fois d'imaginaires et de paillettes dans les mireilles. En fait, à la fois ça permet aux artistes de comprendre un peu mieux et de démystifier les techniques numériques. Et à la fois, ça permet aussi de rendre accessible l'art aux personnes qui sont plutôt techniques. En fait, ça permet vraiment une fusion des deux. Et du coup, en fait, ça permet de toucher un public plus large et je pense que ça peut vraiment mener à une meilleure accessibilité parce que du coup, ça va faire que tu vas devoir expliquer soit le côté artistique, soit le côté technique de ton taf à des personnes qui n'y connaissent rien. Et du coup, ça fait que ça t'entraîne ton skill d'expliquer les trucs et de rendre accessible. Ma sœur, elle aime bien savoir comment les choses sont faites. Genre, c'est sa manière à elle d'approcher l'art, quand je la traîne dans des expositions, par exemple. Et ensuite, elle a ce réflexe-là de me demander ce que ça signifie. Enfin, tu vois, quand j'ai présenté mon travail pour X occasion, une expo, un atelier ou autre, les gens ont plus de facilité à se sentir intéressés si elles savent comment ça a été fait, techniquement, genre. Donc c'est vrai que je trouve ta réponse super pertinente. Eh bien, merci. Eh bien, de rien. Eh bien, ouais. Bonne journée. Allez. Au niveau projection dans l'avenir, donc comme tu l'as dit en début d'interview, tu admets quand même qu'il y a encore des soucis, même au sein d'une communauté aussi ouverte de l'open. Mais selon toi, comment est-ce que l'art numérique libre pourrait évoluer, ou plutôt comment est-ce que tu voudrais que ça évolue, tu vois, dans les années à venir? Comment je voudrais que ça évolue? Moi, je voudrais pour Noël 2025 qu'on puisse faire des gros ateliers de creative coding en plein air dans des lieux publics, qu'il y ait des Reaper Café à tous les coins de rue et des hackerspace partout, comme en Allemagne. Ça serait vraiment super chouette. Et puis, un salaire aussi, c'est bien. Et oui, et qu'on ait de l'argent, mais qu'on puisse manger en fait avec ce qu'on fait. Quelle idée, ce gros nu. Ça serait super. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on sait faire des trucs avec des ordinateurs que ça permet de faire pousser des légumes, par exemple. Voilà. Trop bizarre. Non, ça te permet pas de payer un loyer, d'arriver à faire des shaders trop chelous. On peut générer plein d'images, mais on peut pas générer de la bouffe. Et finalement, heureusement, parce que du coup, ça veut dire qu'on va devoir aussi collaborer avec les agricultrices. Let's go! Coucou papa! Mais non, avec qu'on fasse plein de trucs dans des espaces publics et qu'on ait plein de subventions au maximum, qu'on soit pas contrainte à être financé par Bolloré, par exemple, au hasard. Et qu'on soit des boss de la médiation, de la diffusion. Ah si, j'aimerais bien faire des vidéos sur des Kindle, s'il vous plaît. Enfin, pas des Kindle, parce que Kindle, c'est Amazon, genre sur des liseuses. Faire des vidéos sur des liseuses? Ouais, c'est un peu J'ai plusieurs fixations, mais c'est une de mes fixations. Ok, let's go. Bon, tu l'as fait un petit peu tout au long de notre discussion, mais est-ce que tu aurais des ressources ou des références à partager pour les personnes qui voudraient deep dive into le monde de la tech et de l'open source? J'aimerais faire une correction lexicale sur mon utilisation du mot tech. Deep divez pas forcément dans le monde de la tech. Vous allez prendre le risque de devenir un tech bro, et les tech bros, ils sont méchants. Ouais, attaque direct au tech bro, vous allez faire. Il y en a moult. Tu peux me faire un objectif plus précis, un point de départ plus précis, ou un des deux? Alors, je dirais ton top 5 pour quelqu'un qui n'y connaît rien et veut comprendre un peu, tu vois, genre l'open source pour les nuls. Ce serait quoi ta référence principale? L'open source pour les nuls en France, c'est Framasoft. Réseaux sociaux, très cool, libre, Mastodon. Par rapport à tout ce qui est outils et design graphique, j'attrape un livre
Et attention, c'est pas le dernier que j'attrape. Il est trop bien. C'est technique et design graphique qui est très très cool. Alors, je l'ai lu quand il est sorti, genre en 2022, je crois. Mais il est vraiment très cool et c'est un peu genre le bouquin que beaucoup d'étudiantes, étudiants en design graphique, un peu numérique, aiment bien avoir dans les pattes. Pour le cyberféminisme, j'ai une bible. Attends, donc le bouquin que tu viens de montrer, est-ce que tu peux me dire genre le titre et la maison d'édition peut-être pour que les gens retrouvent facilement? Technique et design graphique, outils médias savoir chez B42. Ok, donc ça c'est le go-to livre. Mais enfin pour le livre en tout cas Framasoft c'est trop bien, c'est vraiment c'est un bon starter pack. Pour le cyberféminisme, ma bible, cyberféminisme index. Donc vous êtes en mode ouais mais Cécile t'es mignonne mais en fait cette bible là elle est pas dans les librairies en France, c'est tout en anglais, t'es chiante, c'est cher en plus. Oui. Mais en fait c'est trop cool parce que c'est un site web. Ah cyberféminismeindex.net, je sais plus. Je retrouverai. Elle, c'est une artiste superbe. Et t'as vraiment plein de trucs, plein de citations dedans, plein de ressources. En fait, c'est un index de ressources cyberféministes, de liens, de communautés, des gens qui ont fait des trucs, qui font encore des trucs liés au cyberféminisme. Et c'est vraiment une ressource du futur et du passé, c'est trop chouette. En termes de nourriture pour l'imaginaire, c'est absolument fabuleux. Ok. Je vais traîner dans mes marque-pages parce que j'ai un petit dossier. Ah ouais, n'hésitez pas à traîner sur le site de Deux Fleurs, qui est le chaton qui m'héberge pour Matrix. N'hésitez pas à vous renseigner sur les hackerspace de votre région et à aller parler avec ces gens qui sont tout gentils. Vraiment, c'est des petites crèmes pour ceux que j'ai rencontrés. Pour les événements, il y a le site Mobilizon. Mobilizon, où du coup, c'est pas des événements Facebook, vous vous en douterez bien, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'accès. Du coup, tu as le site Mobilizon qui regroupe plein d'événements libres, enfin, c'est principalement des événements libres. N'hésitez pas, si vous êtes aux Beaux-Arts, à vous renseigner sur les Fab Labs. On parle souvent de Fab Labs, ça peut être une bonne porte d'entrée aussi. En fait, en termes de ressources, rien de plus ressourçant que des gens. Oh, et si, bien sûr, le GOAT de la pédagogie web design libre et bidouille, allez voir le site de mon ancien prof aux Beaux-Arts, Julien Vitoré, qui est accentgrave.net, qui a fait un super outil de ressources divers et variés pour que les petits beaux-arts-diennes et diens apprennent à coder, mais pas qu'elle. Un bon bouquet de ressources. C'est du vrac, hein. Non, mais c'est nice, en vrai. Puis c'est cool que t'aies parlé aussi d'événements et tout, quoi, parce que c'est vrai que je pense aux livres, aux films, aux sites internet, mais pas forcément aux événements. Donc GG à toi. Merci. Donc en plus d'aller parler avec les gens et de se renseigner, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux jeunes travailleuses de l'art? Des conseils à donner aux jeunes travailleuses de l'art? Ouais. C'est pas facile comme milieu, l'art. Comme dans tous les milieux qui sont pas faciles et hyper précaires, entourez-vous de gens cool, rejoignez des collectifs, le Swamp, la team, la famille pour moi. Partagez les ressources. N'hésitez pas à aller sur des sites et des assos comme la Maison des Artistes, qui est hyper riche en ressources pour apprendre à se professionnaliser dans ce milieu-là. Prenez soin de vous, en vrai, vraiment. Non, mais c'est trop important, c'est trop précaire comme milieu. Je peux pas m'empêcher de penser qu'à ça, tu vois. Vous faites pas embarquer par des trucs hyper productivistes qui peuvent être hyper violents et toxiques pour vous, comme pour votre pratique en fait, parce que on y met vraiment les tripes et le cœur, donc faut pas que les tripes et le cœur soient malades. Profitez au max du chômage, vraiment. Chômage, RSA, on demande tout. Chômage, RSA, vraiment kiffer le chômage, c'est vraiment banger. Vous laissez pas exploiter. Très important, vous laissez pas exploiter. Le bénévolat, c'est cool, ça permet de faire des liens, mais au bout d'un moment, pensez au fait que vous devez manger. Je sais pas trop quoi. C'est bien, c'est bien. Dormez, buvez de l'eau et mangez bien. Et ma dernière question, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais que j'invite, ou alors un sujet que tu aimerais bien que j'aborde avec quelqu'un pour un prochain épisode? J'ai pas assez parlé de féminisme et d'identité queer, ça me fait un peu chier, donc parle-en.
Ok. Faut être hyper autoritaire. Non, mais après, tu vois, rien n'exclut qu'on fasse un autre épisode plus tard, toutes les deux, là-dessus, ou même avec d'autres gens en plus. Mais ok, féminisme, cyberféminisme. Ce serait très très cool. Après, t'as fait un podcast avec Seuil? Non. Et non, mais j'aimerais bien, j'adorerais. Je pense que ce serait une série d'épisodes plutôt, parce qu'on aurait tellement de choses à dire. C'est clair. Je vais utiliser ça pour la convaincre. Je vais dire, en fait, Célia, elle t'a recommandé toi. Du coup, t'as pas trop le choix en fait. Les auditorices n'attendent que ça. Puis on peut même se faire un sujet toutes les trois en jouant à Minecraft par exemple. Mais grave. Merci beaucoup. C'était très cool. J'ai appris plein de trucs. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont envie de me poser des questions, qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer un mail via l'adresse suivante, cetrl@proton.me. Merci d'avoir écouté cet épisode de Son Titre 404. Vous pouvez retrouver toutes les références et les liens pour découvrir le travail de Célia en description. Si vous avez des retours ou des suggestions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur les réseaux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!